vient d'entrer dans ce studio, figurez-vous, Anthony Delon, que je salue. Ouais. Anthony, bonjour. Bonjour Pascal. Et moi, Bonjour. j'ai un grand respect pour Monsieur Delon, parce que avec ce qu'il traverse, on dit la notoriété, c'est pas toujours simple à gérer. Alors moi, je suis rien, je suis une inconnue dans la vie, mais des gens célèbres comme vous m'apportaient tellement de réconfort au quotidien que et Monsieur Boubouk m'a dit que c'était pas l'objet de l'émission, mais j'avais une mini lettre à Dalida qui a été faite par une personne que j'avais envie de lire à l'antenne, mais Olivier m'a dit que c'était pas le but de l'émission. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de la lire très rapidement. Non, mais c'est vrai que c'est parfois très long quand on lit une lettre à l'antenne. Mais voilà. Non, mais elle est pas longue, hein. Elle est pas longue. Mais elle est sur quel sujet, votre lettre, chère... La lettre, c'est une personne qui écrit à Dalida. Oui, mais ça dure combien de temps, votre lettre? J'en ai pas plus que le temps de vos plaisanteries, je pense. Donc, ça vous dit, bon, Madame, écoutez, vous m'entendez? alors d'abord Anthony est là et il vous Est-ce dit qu'elle m'entend, la Oui. dame? Oui, vous entendez. oui, je vous Non, je voulais entends, juste vous Denis. dire une chose. Oui. Vous n'êtes pas rien. J'aime pas que les gens disent ça. Je suis rien, Ouais. vous êtes pas rien, vous êtes un être humain comme moi, on est pareil. Ouais. Et si vous voulez, en tant qu'être humain, il n'y a absolument rien qui nous différencie. Hein. Et Mais- vous avez pas ça. tellement raison, Anthony. Alors, mais évidemment, Dalida, vous êtes venu pour parler de votre roman, et je vous jure, on va parler que de Pas de votre roman. Dalida, hein. Et bien sûr, mais il se trouve que le nom Delon est associé à Dalida, Oui, bien sûr. avec une prise extraordinaire et une chanson formidable où Alain Delon, il parle plus qu'il ne chante, et je me demandais simplement si vous l'aviez dans votre enfance parfois croisé, Dalida, parfois rencontré, ou si c'était une Non, amie non. de votre père. Non, jamais. Merci en tout cas, Brigitte. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Peut-être que vous pouvez nous donner le début de la lettre, quelques. Non, je vais plutôt vous lire la fin. Ah, Tu m'as prise par la bon. taille et tu m'as promis que tu reviendrais. On s'est revus à Paris, et je dois dire qu'au-delà de l'artiste, je t'aimais toi, tu étais disponible à l'écoute des autres et toujours là. Et je me serais amusée si on avait eu le temps, mais on n'a pas le temps. Et puis Anthony Delon a besoin de parler. Mais je pense que Dalida était une grande dame, et que cette grande dame également de la chanson française, je lui rends un superbe hommage aujourd'hui. Et je trouve que c'est magnifique c'est gentil. de voir que. Et puis j'embrasse Anthony Delon, parce que Monsieur Delon est dans notre région. Je vous embrasse aussi. Et c'est pas simple de vivre ce que vous vivez, et pour ne pas vivre seul, hein, des fois il faut. Et il y a quand même aussi une petite chanson de Dalida qui me fait rire, moi. C'est Baisse un peu. Si vous C'est voulez, bête, Brigitte, vous savez. Brigitte et vous. D'abord, merci Brigitte. On vous fait des gros bisous, Brigitte. On vous embrasse vraiment et on vous remercie grandement. Il est 12h23 et Anthony Delon est venu. Mais alors, on doit dire, vous vous êtes rasé? Vous avez fait raser Oui, la je barbe? me suis rasé, ouais. Il a le droit. Ah bah évidemment, mais il a tous les Ça droits. faisait longtemps. Anthony Delon a tous les droits. Il est 12h24. 11h, 13h, Pascal Praud sur Europe 1. Ça me fait plaisir que vous soyez là, parce que bastingage chez Fayard. Alors, je disais tout à l'heure, parce que ça doit vous fatiguer, évidemment, chacun cherche des clés à ce que vous écrivez. Toute ressemblance avec des faits des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Bien évidemment, lorsqu'on vous lit, mais les gens, c'est comme ça, ils vous lisent, ils vous connaissent depuis toujours, et ils cherchent des clés. Alors, est-ce que vous avez imaginé, par exemple, publier ce livre sous pseudonyme ? Non, mais des clés, il y en a. Il y en a dans cette histoire. C'est pas dans le sens du roman à clés. Il y a des clés. J'essaye de donner des clés, comme je l'ai fait pour le livre précédent. Des clés vers la liberté, d'abord. La liberté d'être. La liberté d'aimer. D'aimer sans dépendance, parce que ça, c'est très important. Donc ça, c'est déjà une des clés de ce livre, parce que c'est un parcours presque initiatique vers cette liberté. C'est l'histoire bastingage d'un homme qui rencontre une femme, j'ai envie de dire, qui n'est pas son genre. C'est un peu comme... Physiquement. Peut-être même au-delà de ça. Non, il dit son profil grec, trop grec à mon goût, trop maigre, trop osseuse. Mais moi, j'ai eu le sentiment aussi qu'elle n'est pas tout à fait son genre. En tout cas,
vous savez, sur un livre, je l'ai reçu comme ça, que cette fille n'est pas tout à fait son genre, qu'elle est, voilà, elle n'est pas forcément la plus équilibrée. Elle est un peu, j'allais dire, borderline, comme on dit aujourd'hui. Donc j'avais ce sentiment. Il y a quelques addictions qui traînent. Et je trouve que c'est intéressant parce que cet homme, c'est parfois d'ailleurs assez féminin d'ailleurs, c'est parfois les femmes qui veulent racheter les hommes ou imaginer les sauver. Et là, c'est un homme qui va tenter de la sauver d'une certaine manière et tenter de quand même construire un amour malgré cette personnalité qu'on devine un peu fragile. Et ça, je pense que c'est vous qui écrivez, c'est vous qui parlez. Parce que je me suis un peu renseigné, j'ai appelé les gens de Fayard et je leur ai dit comment ça se passe, comment vous travaillez. Mais il n'y a plus personne chez Fayard, ça. Oui, mais comment vous avez travaillé avec Anthony? Et ils m'ont dit, Anthony, il écrit de la première ligne à la dernière, et il n'a pas tellement envie qu'on lui dise comment écrire, pourquoi écrire, etc. Il est seul maître à bord de son bouquin, et c'est important de le dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont le syndrome de la blouse blanche. Le syndrome du sauveur. Le syndrome de la blouse blanche. Et si vous voulez, à la base, c'est vrai qu'au début de cette histoire, cet homme est équilibré entre guillemets. Et bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites c'est pas son genre. Mais en fait, elle est le reflet de ses failles et de ses peurs. Et en fait, il parle de cette femme qu'il a eue auparavant, la mère de ses enfants, qui était où il y avait moins de la nécessité de l'autre. Parce que là, on parle aussi d'affecto-dépendance. L'affecto-dépendance qui, dans beaucoup de cas, est créée aussi par la peur de l'abandon. Parce que ce rapport affecto-dépendant, il est très rassurant. Il est douloureux, il fait peur, mais il rassure parce que l'affecto-dépendance de l'autre nous fait nous sentir aimés. Et réciproquement. On va marquer une pause, mais c'est vrai que au début de la relation, il l'appelle, il est en panique comme ça, et ça c'est vraiment le sentiment de dépendance. Il est en panique et il l'appelle, il dit il fallait vraiment que je t'appelle parce que là ça va pas. Et puis heureusement, elle est dans le même état que lui, donc tous les deux vont se rencontrer. Et je trouve que c'est une jolie scène et qui en dit beaucoup évidemment sur ce que vous avez voulu écrire, bien sûr, sur ce type de relation qui peut exister dans l'amour, et puis qui en dit peut-être aussi beaucoup sur vous, sur votre histoire personnelle. Qui sait? Il est 12h28, à tout de suite. Bastingage d'Anthony Delon, c'est un livre qui peut vous toucher parce qu'il parle de beaucoup de choses qui sont de notre époque, les relations toxiques, l'emprise amoureuse, la volonté d'une nouvelle compagne, parfois plus jeune, d'avoir des enfants alors que l'on a déjà été père, la volonté de se marier qui existe, la jalousie dans le couple, la jalousie de l'ex-conjointe parfois qui peut être trop présente, les relations difficiles des enfants avec une nouvelle belle-mère, le mariage, les disputes, la colère, la séparation, l'annonce de la maladie d'un parent, etc. Il y a beaucoup de thèmes qui peuvent effectivement rencontrer aujourd'hui des gens qui ont plusieurs vies finalement. Et ça, c'est intéressant. Mais revenons sur l'amour et sur la relation toxique, parce que c'est aussi un des chapitres importants du livre. Est-ce qu'un amour, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? Est-ce qu'une relation toxique, faut immédiatement prendre ses clics et ses claques, ou est-ce qu'on peut se laisser aller dans une relation toxique, le savoir et malgré tout être incapable de l'arrêter? Non, je pense qu'il faut... on peut pas sauver les gens contre eux-mêmes. On doit se sauver seuls, nous-mêmes, et on peut pas, effectivement... non, je veux dire, si vous le sentez arriver, je pense qu'il faut prendre la tangente. Il faut pas... Quoique le personnage, le personnage à ce moment de sa vie, lui, s'en rend compte très vite, mais tombe dans une forme de déni. Voilà, et effectivement, il va y aller en courant. Mais ce sont des passages obligés, et c'est un passage obligé dans sa vie, parce que ça va lui faire comprendre. Moi, je trouve que d'abord, c'est une très belle histoire d'amour. D'abord, ces deux personnages qui se révèlent aussi l'un à l'autre, même si très vite il y a cette dépendance affective. Mais je trouve que, vous voyez, il y a un moment quand ils sont dans l'église, quand ils parlent de leurs ancêtres, etc. Ils se découvrent comme jamais, ils s'abandonnent comme jamais. Mais parce que je parle aussi des âmes sœurs, c'est-à-dire des rencontres dans des vies antérieures. Et ces deux-là sont des âmes sœurs. Et moi, j'y crois. Je pense qu'aucune rencontre dans notre vie n'est fortuite.
Alors ça, c'est effectivement un thème fort. En lisant ça, je me suis dit, j'ai pensé parfois au film de Claude Lelouch, comme La Belle Histoire. Nous nous étions côtoyés par le passé dans une autre vie et n'avions pas su régler nos différends. Vous pensez vraiment, par exemple, que les gens, les amoureuses que vous avez rencontrées, aimées, vous les aviez aimées dans une autre vie? Moi? Oui, vous. Pas tous. Mais parfois, vous pensez... Non, parce qu'elle, c'est une âme sœur. Oui. Je pense qu'il y a des rencontres très importantes, déterminantes dans nos vies. Je pense qu'elles n'arrivent pas pour rien. Et je crois à l'âme sœur, et je pense qu'effectivement, ces âmes sœurs sont des gens qu'on a rencontrés dans une autre vie. Et si vous voulez, ça se retrouve aussi. D'autres vont vous l'expliquer dans la mémoire cellulaire. Mais moi, je pense qu'effectivement, oui. Et dans ce cas-là, effectivement, ils n'ont pas su régler des différends et dans cette vie, aujourd'hui, là, ici et maintenant, ils vont devoir le faire. Il y a quelque chose qui m'a amusé également, puisque vous vivez dans un milieu artistique et où il y a beaucoup de comédiens autour de vous depuis toujours. Et vous avez une aventure avec une jeune femme qui est comédienne. C'est moi, le personnage. Oui, bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Bon, voilà. J'avais jadis été marqué par mon aventure. Le problème, c'est que c'est à la première personne du singulier, donc forcément, j'avais jadis été marqué par mon aventure de jeunesse avec Isabelle Fin, F-A-I-N. Alors bon, je peux pas faire de psychanalyse lacanienne, bien évidemment. Mais bon, surtout pas. Actrice césarisée, qui m'avait d'ailleurs valu quelques parutions dans des tabloïds peu gratifiants. Je m'étais juré à notre rupture de ne plus jamais commettre le même impair. L'ego démesuré qu'Isabelle nourrissait, comme la plupart des acteurs, son besoin vital d'être désiré s'était révélé pour moi trop difficile à gérer. Les comédiens, les comédiennes, est-ce qu'ils peuvent avoir des histoires d'amour? Mais c'est pour ça que on dit toujours que en fait les acteurs et les actrices ne peuvent pratiquement être qu'ensemble parce que ils se comprennent l'un et l'autre. Et c'est vrai que pour quelqu'un d'extérieur, moi je l'ai vu. Moi, je suis dedans, mais je l'ai vu, et c'est pour ça que c'est un roman. Il faut pas non plus prendre. J'ai pas eu d'histoire avec Isabelle Adjani, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai que pour les gens d'extérieur, ils ne comprennent pas ça. Bah, ils le comprennent, mais c'est difficile à vivre. Mais ils le comprennent, ils le devinent. Ils le devinent, ils l'intègrent pas. Ils le comprennent, mais après, c'est difficile. Certains l'intègrent, hein, bien sûr, mais c'est compliqué. Hein. Alors, il y a toujours beaucoup de gens, quand vous venez dans une émission de radio ou de télévision, qui souhaitent évidemment échanger avec vous. Jeanne, qui est gérante de magasin. Alors, ce qui nous intéresse, Jeanne, évidemment, c'est le livre, parce que Anthony est là, bien sûr. Beaucoup de gens ont envie d'avoir des conversations avec lui, c'est bien normal, et pourquoi pas poser des questions indiscrètes. Mais essayons de respecter l'auteur aujourd'hui, Bastingage, et il se trouve que vous l'avez lu, ce livre, et je voulais savoir ce que vous en pensez, Jeanne. Oui, bonjour Pascal Praud, bonjour Anthony Delon. Bonjour. Écoutez, j'ai lu ce livre d'une traite. Il n'y avait plus rien qui existait autour de moi, j'étais dans un avion, je partais pour quelques jours de congé, et je suis descendue de l'avion et j'avais plus rien à lire. Ce livre m'est resté tout le long de mes vacances, je l'avais en tête. Alors, j'étais avec mon époux, mais j'ai pensé à ce livre et à cette histoire pendant toutes mes vacances. Et en fait, j'étais presque triste de l'avoir terminé. Parce que, d'abord, votre plume, je la trouve vraiment... Vous avez une plume magnifique. J'ai déjà lu votre premier livre, Entre chien et loup, que j'avais aussi forcément adoré. Je n'ai pas peur de dire le mot adoré. Et ce livre, en fait, je me demande si on n'a pas tous, parfois... dans quelque amour qui puisse être, quelques relations toxiques, même si on s'en aperçoit pas forcément. Je me dis qu'on a besoin de l'autre. Alors, quand l'amour est grand, on a toujours besoin de l'autre, cette nécessité de l'autre. Je sais pas si ça peut être toxique parfois, mais la peur de l'abandon d'une personne qu'on aime et cette nécessité de l'autre, je trouve que dans le vrai amour, je le trouve partout, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a plusieurs degrés de rapports qu'on peut appeler toxiques ou dépendants. Mais je pense que l'amour, le véritable amour, il doit pas être
dans la nécessité de l'autre. Il doit être, vous voyez, c'est ce que disait Saint-Exupéry, je crois, hein, de regarder les deux dans la même direction, donc être l'un avec l'autre, ensemble. Mais dès qu'on est dans la nécessité de quelque chose, on perd sa liberté, pas simplement dans l'amour, dans tout. Hein. Oui, mais vous êtes marrant. Quand on aime, on est un peu moins libre, bien sûr, mais on aime. Oui, mais il faut qu'on aimer. est dépendant. Évidemment qu'on est dépendant. Oui, mais il faut essayer d'arriver à aimer sans être rattaché à nos peurs. Parce que c'est ça aussi le sujet. Bah oui, nos peurs, la peur de l'abandon, la peur de perdre l'autre. Et c'est normal, quand on aime, on a peur de perdre. Mais c'est humain. Mais voilà, il faut essayer au maximum de travailler là-dessus. Je pense, hein, mais bon, c'est pas dramatique non plus d'avoir peur de perdre l'autre. Hein. Bon, je sais pas d'ailleurs aujourd'hui si vous êtes célibataire. Célibataire. Comment un garçon comme vous peut être célibataire, Anthony Delon? Comment c'est possible? Non, mais ça va. Pourquoi? On sait rien. Vous trouvez que vous êtes facile à vivre, par exemple? Je ne sais pas. Écoutez, je vis. Vous savez, pour une femme, j'allais dire, je vis avec mes deux filles, mais il y en a une qui est partie il y a 1 mois et demi. Ça a été un drame pour moi. Hein. Là, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble tous les 3, tous les 4, parce qu'il y a la chienne aussi. Et là, elle est partie. Je l'ai accompagnée chez elle. Son appartement est très sympathique, etc. Je lui dis c'est bien. Hein. Puis je suis rentré chez moi, je me suis effondré. C'était l'horreur. Non, je dois pas être très facile à vivre, mais j'essaie justement de faire des efforts. Et alors, comment ça se traduit, des efforts? Par exemple, ça doit pas être facile non plus. Alors, on est rarement amoureux que tous les 4 matins aussi. Oui, c'est ça, surtout. Voilà, c'est rare. C'est en vieillissant, je trouve que, bon, après, quand on a 20 ans, on peut tomber amoureux toutes les 2 tasses de café, mais après, quand on vieillit, c'est plus compliqué, parce qu'on a envie d'autre chose. On cherche un rapport plus équilibré, peut-être plus profond, et voilà, écoutez, je sais pas, moi je suis pas sur les, vous savez, les sites de rencontres et tout ça. Non, mais moi j'ai beaucoup d'amis, et même amis comédiens. Je pense si vous êtes Anthony Delon. Comédiens connus et comédiennes connues qui le sont, et ça facilite les rencontres, et voilà, moi je suis assez solitaire, donc moi je crois au destin, je pense que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà, c'est comme ça. Bon, est-ce que, à votre avis, l'amour ça marche tout de suite ou ça ne marche jamais? Ça marche quoi? Ou est-ce que ça marche tout de suite? Ou est-ce que ça peut prendre du temps? Est-ce que les grandes aventures que vous avez eues, elles étaient évidentes dans les premières heures, ou est-ce qu'au contraire, elles se sont mises en place? Non, alors les miennes, elles étaient évidentes dans les premières heures, justement, mais parce que, sauf pour la mère de mes enfants, vous voyez, où les choses, et d'ailleurs c'est celle qui a duré le plus longtemps, ça a duré 17 ans. Et on a eu 2 enfants. Et donc il y a eu un amour tout de suite profond, mais c'était un peu différent parce qu'on était amis par le passé, on s'est perdu de vue et retrouvés. Mais sinon, ça a toujours été... C'est une histoire qui me rappelle quelque chose. Voilà, vous voyez. Et donc, mais sinon, oui, ça a toujours été la passion, et souvent, puisque cette histoire de bastingage est aussi la somme de 3 histoires d'amour, et très rapidement, dans cette espèce d'amour déchirant, affecto-dépendant aussi, et de nécessité de l'autre, etc. Donc oui, c'était des histoires très puissantes, très fortes, mais qui n'ont pas vraiment duré. Il y a évidemment des phrases que vous dites, qu'on lit, et forcément, on pense à vous. À mon grand regret, l'année de ma rentrée au collège fut celle de la séparation d'avec mes parents. S'en suivit un divorce en sourdine que je n'avais bien entendu pas vu se profiler, mise à mal par une mère en déprime qui, malheureuse et perdue, jeta son dévolu sur les paradis artificiels, et par un père aussi égocentrique que castrateur que je fréquentais 2 week-ends par mois. Je prenais d'entrée un mauvais départ à l'école des grands. D'abord, je trouve que c'est très touchant, ce passage, c'est très sensible. Il y a beaucoup, d'ailleurs, moi je commence un peu à vous connaître, et puis je vous ai souvent reçu désormais. Ce qui me frappe quand je vous ai, mais à la ville d'ailleurs, comme à la scène, c'est votre authenticité. Je suis toujours frappé de ça, de votre authenticité, et de votre sensibilité, disons-le, que vous venez d'exprimer en disant « j'emmène ma fille », vous l'avez amenée à l'avion, manifestement. Non, à Paris. Elle s'est installée à Paris dans un autre quartier. Et simplement dans un autre quartier, vous êtes rentré chez vous. Je suis rentré chez moi, enfin bon, bref.
c'est normal, après 10 ans... Mais vous vous rendez compte que le c'est normal, en fait, il n'y a rien de normal. Que vous avez réagi comme ça et qu'un autre est rentré peut-être dans les mêmes conditions, il aurait installé sa fille et puis il n'aurait pas été dans le même état que vous. Oui, donc le c'est normal, c'est le normal pour Anthony Delon. C'est normal pour moi. Mais attention, on a vécu tous les 3. Oui. Je veux dire, il y a eu une femme à un moment, mais depuis 10 ans, on vit tous les 3. Et moi, j'ai grandi aussi, j'ai évolué, elles ont évolué, grandi, et j'ai évolué avec ces filles. Donc, si vous voulez, d'abord, c'est mes filles, et puis... Elles sont belles, hein. Voilà, tout d'un coup, d'en voir une partir, ça a été un déchirement. Bon, c'est comme ça. Bon. Et puis, il y a un autre passage, alors forcément... Faites gaffe. Faites gaffe à quoi? Non. Un autre passage? Non, mais bon, vous parlez... Mais là, vous savez, Pascal, ce que vous avez lu tout à l'heure, Oui, moi, j'ai trouvé ça... c'est authentique, c'est vrai, etc. Mais vous avez lu Entre chien et loup, vous m'avez reçu. Donc, il a fallu aussi que j'explique les mécanismes de l'emprise. C'est-à-dire que, oui, je m'inspire de choses de ma vie. Là, quand je parle de ça, je parle du père du personnage, mais je m'inspire aussi de ma vie à moi, Anthony. Mais si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de tabou, de problème non plus, puisque j'ai déjà écrit Entre chien et loup, j'ai tout dit. Je suis d'accord avec vous. Donc, vous voyez, c'est une sorte de mise en place. Bon, c'est ça. Je renvoie évidemment à votre livre. Je renvoie effectivement à quelques, comment dire, portraits, notamment d'un père, le père du personnage. Alors, ce père, je ne sais, doté d'un ego stratosphérique, il ne se remettait jamais en question et avait toujours raison. Il était beau, riche et séduisant, malgré une calvitie qu'il avait frappée dès la quarantaine, mais qui du coup mettait en valeur son regard vert émeraude. Aucune campagne officielle ne partageait sa vie, mais plutôt de nombreuses officieuses. Joseph les aimait jeunes, moins de 30 ans si possible, pour qu'il n'y ait aucune résistance. Bon, c'est formidable. C'est somme toute assez classique de l'homme de pouvoir. Hein. Évidemment, c'est classique. Non, évidemment. 12h48, on va faire vous êtes un mec sérieux, donc pour le vous, débrief. Non, mais moi, ça me fait plaisir. À chaque fois que je vous reçois, en plus, je trouve que j'ai l'impression que vous allez bien et que c'est pas toujours facile. Mais parce que je vous vois. Non, mais je trouve que voilà, que c'est vous avez un contact simple avec les autres. Bah oui, c'est ça. J'aime pas les escrocs de la vie, moi. Bah, je pense que vous n'en êtes pas un. 12h48.